Bookalichus, le média de la bonne littérature, et je suis Tara Lennart. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une littérature européenne avec l'EUPL, European Prize for Literature, le prix littéraire de l'Union européenne. Créé en 2008, ce prix récompense et promeut la création littéraire, vous l'aurez compris, des pays membres de l'Union européenne en offrant au titre vainqueur la possibilité d'être traduit dans d'autres langues. Car il n'y a pas un gagnant de ce prix, mais un gagnant par pays en lice, une quinzaine environ, qui tourne donc chaque année. Auteurs italiens, islandais, polonais, portugais, serbes, slovènes, l'étranger n'a plus rien d'étrange dans nos lectures. Des éditeurs de toute envergure importent des textes d'ailleurs et les mettent à notre disposition grâce à la traduction. L'IUPL dévoile la richesse littéraire européenne et soutient la circulation des œuvres sélectionnées. De la même manière que des Albanais découvrent une lauréate française, nous, lecteurs français, pourrons, au gré des traductions, découvrir des lauréats géorgiens, irlandais ou italiens, bien plus encore. À une époque incertaine où les tensions identitaires surfent sur une vague mondiale d'inquiétude, la littérature apparaît plus que jamais comme un puissant levier d'éducation, de culture, de découverte de l'autre. Ne parlons même pas du point auquel elle nous permet de voyager librement. Place aux mots de la lauréate belge 2020, Nathalie Skowronek, pour la carte des regrets publiée chez Grasset, qui nous fait le plaisir d'une interview. La chronique de son livre est disponible sur bookalichus.fr et en quelques mots, ce livre parle du destin de Véronique Verbruggen, éditrice de livres d'art retrouvée morte dans les Cévennes. Ni suicide, ni assassinat, ni même accident, seulement l'effet d'une tumeur maligne au cœur. Un coup de dé du destin et voilà jouer le sort de cette femme à la fois libre et captive, vivante et étouffée, le cœur divisé entre son mari et son amant. Par une écriture vivante, très descriptive, où l'art occupe presque la place d'un personnage à part entière, Nathalie Skowronek déroule l'histoire d'une femme prisonnière de sa propre liberté. Comment vous est venu le sujet de ce livre en fait ? Qu'est-ce qui l'a inspiré ? Ben écoutez, je tournais depuis un moment autour de cette idée d'une femme tiraillée, écartelée entre deux hommes, mais aussi deux vies, deux amours et aussi deux façons d'envisager l'existence. Voilà, toujours cette espèce de choix impossible entre la famille, la passion, entre être raisonnable, être aventurier, le prix à payer pour chaque choix de vie. Donc, je voulais essayer de mettre ça en scène et j'y arrivais pas trop. Et puis souvent, c'est à un moment donné, quand on lâche que l'idée vient. Moi, à ce moment-là, j'étais en train de suivre un jeûne, justement, parce que je me sentais un peu perdue, sans horizon. J'avais éteint mon ordinateur, j'étais complètement déconnectée. Et puis, en une seconde, voilà, ça m'est venu cette idée de traiter de ce sujet, cet écartèlement de cette femme-là, mais elle étant morte. Et donc, d'essayer de revisiter sa vie, mais elle n'étant plus là pour donner son point de vue, puisque cette femme-là meurt à la première ligne du livre, c'est Véronique Verbruggen, elle meurt sur un sentier des Cévennes et on se rend compte très rapidement en fait que deux hommes la pleurent, qu'il y a deux veufs pour cette même femme. Donc en déplaçant le curseur après la mort de Véronique, ça me permettait de visiter ces thèmes-là en l'ayant elle étant absente de l'enjeu et en même temps présente entre chaque ligne. Donc voilà. Oui, elle est très 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 présente puisqu'elle n'est que ce qui occupe les deux hommes, comme vous dites, les deux veufs. Les deux hommes et sa fille Mina. Donc évidemment, elle est totalement là dans tous les creux du récit et en même temps, elle n'a pas pu résoudre de son vivant le conflit qu'elle avait avec elle-même et du coup qu'elle a laissé aux autres. Et donc c'est aux autres de revisiter sa vie avec ce paradoxe aussi qu'en général, à la mort des personnes, on essaye de lisser l'histoire complètement, on essaye de calmer les choses, les oraisons funèbres sont toujours très apaisées, très lisses, tout le monde était formidable. C'est un temps de concorde et c'est très bien comme ça. Et ici, c'est le contraire. On ne peut justement pas refermer le couvercle et elle a contrôlé tout du vivant et au moment de sa mort, on ne peut pas tirer le point final, on ne peut pas faire les conclusions apaisées. Au contraire,
tout se réveille à ce moment-là. Et votre héroïne, effectivement, c'est quelque chose de très tumultueux que vous décrivez, mais il se dégage, en fait, j'ai trouvé dans la description qui est faite de cette femme après sa mort, une grande force, en fait, dans ce que vous décrivez d'elle, mêlée à une très grande solitude, en fait, même si elle a 2 hommes dans sa vie et un enfant. Est-ce que c'était vraiment ce personnage qui s'imposait à vous de cette manière, ou est-ce que, par extension, vous parlez un petit peu de la condition féminine, de cette force et de cette solitude qu'on retrouve en tout cas souvent dans la littérature? En tout cas, non, mon projet, c'était pas de parler de la condition féminine, c'était de parler d'une femme. Mais on est toutes et tous singuliers et singulières jusqu'à un certain point. Et donc, forcément, que ce que vit cette femme-là n'est pas unique en son genre, et peut-être plus courant qu'on le pense. Alors, elle évolue dans un milieu intellectuel, culturel. C'est une éditrice d'art à Paris. Donc, voilà, ça prend peut-être une couleur un petit peu différente qu'une femme tiraillée au fin fond d'un village qui a peut-être moins de façon de s'exprimer et dont les 2 hommes qu'elle aime sont peut-être moins brillants. Donc, évidemment, il y a un point commun. Je pense que depuis tout temps, Mme Bovary nous a déjà bien appris tout ça. Le rêve, les aspirations, le désir fait partie de l'âme humaine, et heureusement, c'est un moteur qui nous agite d'une façon très forte. Et en même temps, le désir peut aussi entraver. Il y a une espèce d'éternelle insatisfaction aussi qui se met en place, une impossibilité à être pleinement dans un endroit. Ce que moi, je voulais montrer, c'était cette thématique du non-choix, en fait. On est dans une société aujourd'hui où on doit choisir, on est aussi assez individualiste, où le bonheur est placé en haut de tout, le bonheur, l'amour, et c'est très très important de s'accomplir de ces points de vue-là. Et puis ici, ce qu'on voit, c'est une femme qui ne sait pas choisir, qui ne sait pas trouver où est le bonheur, et au départ, je pense que ce non-choix enrichit sa vie, c'est-à-dire que ça lui donne, elle a droit à 2 vies à la place d'une seule. C'est quand même un grand, enfin, chacun ses névroses, mais un grand rêve de pouvoir vivre plusieurs vies en même temps. Mais sauf que petit à petit, on se rend compte que cette façon de ne pas choisir enferme, entrave, paralyse d'abord elle, ensuite les autres, enfin que là où elle pense en fait que ne pas choisir, ne pas trancher, ne condamner aucun des 2 hommes va la protéger et les protéger du chagrin, en fait, elle se rend compte que le non-choix cause beaucoup plus de chagrin. Ne pas dire pour protéger l'autre, en fait, fait souffrir beaucoup plus que parler. Mais évidemment, elle ne le sait pas, et elle mourra sans le savoir. Oui, ce sont les hommes qui restent, en fait, qui vont, eux, réaliser quelque part l'héritage oui, qu'elle leur laisse malgré elle. Hein. Oui, et qui vont finalement... aucun des 2 ne va trahir l'histoire qu'il a vécue avec cette femme-là, et chacun va continuer à post-mortem être qu'il était et à maintenir cette histoire telle qu'elle était. Donc, mais sauf qu'au milieu de ça, il y a une fille qui est Mina, et pour cette fille-là qui a 22 ans, qui est en train d'entrer elle-même dans sa vie de femme, elle a besoin de savoir d'abord qui était sa mère, et qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est le couple, en quoi est-ce qu'on peut croire, ça veut dire quoi de se lancer dans la vie si les gens se trompent, si les gens sont infidèles, ou si les gens ne se mentent. Enfin voilà, c'est toutes des questions évidemment qui hantent la jeune femme. Oui, et c'est vrai que vous décrivez donc ce que vous disiez tout à l'heure, l'amour presque comme une arme à double tranchant, l'amour et le désir, en fait, avec cette ambivalence permanente qui est difficile à saisir, comme si vous aviez saisi le personnage de la fille, Nina, pour incarner le questionnement qu'on a tous et toutes autour de ce boomerang que peut être l'amour comme le désir.
Tout à fait. D'abord, elle subit la chose, puisque les autres le font en partie en connaissance de cause. Donc, elle subit. Ensuite, elle a son âge pour envisager ça d'une certaine façon. Et puis, elle a cette mère dont elle n'arrive pas à définir les contours. Et finalement, c'est ce qui nous arrive à nous tous. Qu'est-ce qu'on connaît réellement de l'autre amoureux ou de l'autre enfant ou de l'autre mère, même nos proches les plus intimes, jusqu'où est-ce qu'on les connaît, est-ce que c'est vraiment juste de vouloir tout connaître, tout maîtriser, de vouloir être dans une transparence? Est-ce que finalement c'est pas le propre des hommes et des femmes d'avoir une part irréductible, une part intime, et de ne pas... vous savez, on est dans une période où on œuvre beaucoup à la simplification de tout. Les films doivent être simples, les livres doivent être simples, les pensées doivent être simples, les slogans doivent être simples. Il faut toujours aller vers du simple. Mais moi, je pense que les êtres humains ne sont pas des personnes simples. Ils ont des fonctionnements extrêmement complexes, subtils, paradoxaux. Et c'est en ça que j'aime énormément la littérature, parce que la littérature n'avance qu'avec des paradoxes et qu'avec des contradictions. Et j'aurais absolument pas voulu avoir moi, mon ambition avec La Carte des regrets, c'était certainement pas de faire un drame passionnel, bourgeois, comme on peut en voir dans les comédies de boulevard. Moi, j'avais l'ambition d'une tragédie, c'est-à-dire là où on se situe, on comprend complètement la logique de chacun. Pas pour excuser cette femme ou pas, l'idée n'est pas de juger, l'idée c'est de comprendre chacun, et quand les chapitres alternent, en fait, on est avec les uns et les autres, et chaque fois qu'on est avec l'un, on comprend la logique de celui-là, et puis on change d'endroit, de point de vue, on se dit ah ben non, ça marche plus là, et finalement je trouve que c'est quand même ce qui parle mieux de la vie que les méthodes les manuels de savoir-vivre ou les manuels de je sais plus comment on appelle ça, de pleine conscience, des choses comme ça. Non, je pense que voilà, que la non simplification des choses est la façon la plus juste, je crois, de parler de ce que les uns et les autres vivent, même si évidemment là on est dans des milieux plus privilégiés, plus qui ont affronté, on n'affronte pas directement les peines de cœur ou les questions existentielles quand on a faim, quand on est dans des pays en guerre, enfin des choses assez évidentes. Mais je dis voilà, ce sont des vraies occupations de l'âme humaine, à condition que toute une série d'autres besoins soient remplis. Mais là, oui, c'est très fort. Et est-ce que l'amour est une arme à double tranchant? J'espère que l'amour n'est pas une arme. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui désarme. Alors l'amour, c'est pas que des choses faciles. Un couple au long cours, c'est pas ça se construit, ça passe par des hauts et des bas, des incompréhensions. Enfin, des choses un peu clichés, mais c'est ça la vérité. Donc l'amour, c'est un vrai chemin, c'est un engagement, et ici c'est pas seulement la question de l'amour, qui j'aime et comment je veux l'aimer, etc. C'est de se dire, c'est plus qui je suis, comment est-ce qu'on peut faire coexister dans une seule vie toutes les facettes de ce qu'on est, de ce qu'on voudrait donner aux autres, de ce qu'on voudrait réaliser d'une façon, point de vue intime, personnel, d'un point de vue professionnel. Comment est-ce qu'on peut essayer de leur remplir les cases? C'est pas très joli comme mot, mais de faire tenir ensemble tellement de choses différentes, être femme, être mère. Comment on fait voilà. Comment on fait pour avoir une sensation de profondeur, de sens, de direction qu'on donne à nos vies, à la vie d'une famille, à la vie d'un couple, puisque l'idée aussi, c'est ce qu'on voit, personne n'existe seul, donc il y a tout le temps toutes les interactions. Oui, une sorte d'interdépendance en fait, où chaque situation s'articule. Oui, chaque relation aussi s'articule. C'est vraiment une mécanique qui est à l'œuvre. C'est une mécanique.
Voilà, c'est exactement ça. Et Véronique Verbruggen, dans sa vie à elle, elle a pensé pouvoir établir des frontières et justement faire que des mécaniques ne s'entrecroisent pas avec des géographies différentes. Et elle vit avec un homme à Paris, elle vit avec un autre homme dans les Cévennes. C'est comme si elle changer de cerveau selon l'endroit où elle est là, et alors elle essaye évidemment que le bug n'arrive pas, qu'il n'y ait pas le claquement de porte des vaudevilles ou qu'il n'y ait pas et ça, en fait, ça crée une souffrance et une solitude énorme parce que elle se retrouve tout le temps sur le qui-vive, tout le temps à contrôler, tout le temps à avoir peur, tout le temps comme si elle se tranchait en deux. Et ce qui est incompréhensible, c'est comment est-ce possible qu'elle n'ait pas résolu son problème, qu'elle ait laissé ce problème avancer jusqu'à l'installation, évidemment. Comment c'est possible aujourd'hui, au XXIe siècle, alors qu'un couple sur deux termine par un divorce ou une séparation, alors que les femmes ont conquis leur indépendance professionnelle, financière, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, on est d'accord, mais bon, voilà, on est quand même... on est loin de la situation d'Emma Bovary 200 ans plus tôt, en tout cas en Europe. Occident, il y a une femme a quand même, en tout cas c'est ce qu'on nous vend dans les magazines dans la société, la possibilité de s'assumer seule et de ne plus être dépendante d'un homme ou d'un statut, et pourtant elle n'y arrive pas. Comment c'est possible? Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est aujourd'hui on est à l'ère des Tinder, je te clique, je te like, je te vois, je t'aime plus, on nous vend l'idée d'une sexualité très libre, d'un amour très léger, de liens qui se font et se défont avec une légèreté folle. Et je crois que c'est pas vrai. Je crois que ça traduit une époque, ça traduit une solitude, ça traduit... T'es toujours là? Oui, oui. Vous ne voyez plus? Oui, non. Que l'image était bloquée. Donc ça traduit une époque, ça traduit une solitude, ça traduit la réalité des réseaux sociaux et tout le monde essaye de marcher au pas autant que possible, mais la vérité c'est que je crois vraiment que qu'à l'intérieur de soi c'est beaucoup plus complexe. L'idée de la loyauté, l'idée de trahir, l'idée de briser une famille, l'idée d'être seul. Enfin, c'est pas du tout, à mon avis, aussi léger que ce qu'on essaye de nous faire croire. Et donc là où normalement Véronique devrait dire ah ben voilà, une histoire se termine, une autre commence, on va faire ça bien, bon camarade, on va faire ça avec intelligence. Eh bien, elle pense. Enfin voilà, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus tourmenté, je pense, comme choix. C'est vrai, très, très vertigineux, en fait, les ruptures, les séparations. Ça fait peur pour plein de raisons complètement irrationnelles, pour des injonctions familiales, pour les schémas qu'on se fait de nos propres vies. Et elle va être finalement victime de cette croyance-là, de se dire que se séparer est impossible. Elle va en être victime et les hommes en seront victimes. Et peut-être que si elle n'avait pas été prisonnière de ces croyances-là, elle n'a pas l'impression que partir, quitter un homme, c'est le tuer. Si elle n'avait pas eu aussi cet orgueil fou de penser ça, que jamais quelqu'un ne se remettrait de son départ, eh bien peut-être que l'histoire aurait évolué d'une façon beaucoup moins tragique. Oui, donc, elle est enfermée dans un système de pensée aussi. Oui, elle est assez prisonnière. À la fois, on peut dire, comme vous le pointez, des injonctions sociales qui restent à l'œuvre très fortes, même avec une apparente légèreté, comme vous dites, dans les relations, avec cette mode autour du polyamour, etc. On aurait pu imaginer que le triangle amoureux aurait pu être beaucoup plus léger si, par exemple, tout le monde avait été au courant et plus ou moins d'accord avec les paramètres. Mais on se rend compte que, en fait, chaque individu est prisonnier de ses propres paradoxes, des injonctions, et que c'est beaucoup plus complexe que simplement décider de liker quelqu'un sur Tinder et de décider que la relation va être légère.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est toujours plus malin pour les autres que pour soi-même, évidemment. Parce je veux dire, de l'extérieur, c'est un cas simple à trancher. Elle va se trancher elle-même. Enfin, pas vraiment, mais d'une certaine façon, elle va complètement se mutiler parce qu'elle ne voit pas clair pour elle-même. Donc ça, c'est très, très étrange. Et puis, il y a aussi des inversements très forts de nos sociétés. Moi, j'ai une grand-mère qui a divorcé, qui a été quittée par son mari, a été contrainte au divorce ça va être en 1950-1960. Et elle a vécu ça comme une honte terrible, donc au milieu du XXe siècle, comme une honte terrible d'être une femme divorcée, d'être quittée par un homme, de rester seule au point qu'elle n'a plus jamais refait sa vie derrière. Alors bon, je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas, les faits sont ceux-là. Et dans le cas de Véronique, c'est tout à fait le contraire. C'est que finalement, ça devient désagréable de voir une femme qui n'est plus heureuse ou qui n'est plus amoureuse ou qui aime quelqu'un d'autre et qui est incapable de divorcer. Et donc là où le divorce était une honte à un certain moment de la condition des femmes, eh bien, c'est ne pas divorcer qui devient incompréhensible et malsain. Mais qu'est-ce qu'elle fait à une autre époque? Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse aussi. C'est bien sûr de travailler sur du très intime et sur des sentiments très très personnels et en même temps d'essayer de voir ce que ça dit aussi d'une époque quand même, oui. Et d'ailleurs, l'écartèlement amoureux, c'est un thème, parce que c'est un thème très fort dans la littérature. Comment est-ce qu'on construit un roman sur ce thème au XXIe siècle sans imiter les anciens et, comme vous le dites, en s'adaptant aux données sociales et culturelles de l'époque? En fait, si on regarde l'histoire de la littérature, on peut remonter à Homère. On a 3-4 grands thèmes. Hein. C'est les parents, c'est la filiation, c'est l'amour et c'est la guerre. Et je pense qu'avec ça, on peut quasiment caser tous les livres. Donc c'est sûr que les thématiques sont très anciennes. Moi, j'enseigne l'écriture créative à la Cambre, donc on réfléchit beaucoup sur ces questions-là. Et j'entends parfois des étudiants qui disent voilà, je vais écrire sur tel thème, donc je vais surtout ne rien lire autour de ça pour pas être influencée. Et je dis mais au contraire. Oui. Et c'est tellement important d'être nourri par d'autres textes. Il y a un texte de Gide que j'aime énormément qui s'appelle de l'influence en littérature. Et d'abord, penser qu'on va écrire le livre inédit au niveau de sa thématique, c'est assez idiot. Enfin, sauf si on colle, peut-être que le premier livre sur le confinement va dire quelque chose d'inédit, mais en tout cas, il y en aura jamais un. Ce sera un faisceau aussi d'informations et tout. Donc moi, je ne suis pas du tout avec cette idée de l'imitation comme quelque chose de honteux ou qui diminuerait. Au contraire, je pense que les thématiques qui nous animent sont assez universelles et l'enjeu, c'est de trouver sa propre voix et sa propre singularité, évidemment, dans ce qu'on raconte. Et pour ça, moi, je crois beaucoup en connaissance de cause. Je pense qu'on parle mieux de ce qu'on connaît, et ce qu'on connaît n'est jamais unique parce qu'on vit tous, on vit tous des choses. Donc, mais parler à partir de ce qu'on connaît ou de son point de vue, ce qui ne veut pas dire le jeu, ni l'autofiction, ni quoi que ce soit, c'est-à-dire mais utiliser son propre regard pour dire les choses, ça me semble le chemin le plus juste. Et je crois aussi beaucoup en littérature à la sincérité et à la simplicité, en fait. Donc, fait une petite pause. C'est à l'église dans la Drôme, donc voilà, elle sonne là. Donc oui, donc
je crois que c'est important de se situer dans une chaîne, de savoir ce qui est venu avant, de se nourrir d'autres choses et petit à petit de resserrer les choses jusqu'à se dire, voilà, ce texte-là, c'est le mien. Je crois beaucoup à cette idée, c'est le mien, il y a que moi qui pouvais l'écrire. Alors évidemment, c'est à prendre pour ce que c'est, mais de soi à soi, c'est important d'envisager son projet comme ça, d'avoir vraiment le sentiment qu'on a quelque chose à dire, c'est quand même la moindre des choses, et que ce qu'on a à dire, on est la seule à pouvoir le dire de cette façon-là, à ce moment-là, dans ces conditions-là. Et si de soi à soi, cette chose-là n'est pas une nécessité, il vaut mieux, je crois, passer à autre chose. Donc à aucun moment je me suis dit oulala, une histoire d'adultère ou de triangle amoureux ou je ne sais quoi. Non, ça c'est pas assez original. Je cherche pas le sujet original. C'est qu'à un moment donné, vous me disiez voilà comment ce livre est né, comment il s'est imposé. À un moment donné, il y a quelque chose qui commence à nous habiter, qui est véritablement une obsession, et on ne peut pas faire autrement. C'est la formule de Beckett, bon qu'à ça. On doit y aller. Et à ce moment-là, il n'y a pas est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est un sujet dans le vent, est-ce que c'est ringard, est-ce que ça. Non, on doit accomplir cette chose-là. C'est un peu mystique dit comme ça, mais bon, je pense que l'écriture est un vrai travail de création et que quand on est en état d'écriture, on est vraiment habité par quelque chose qu'on a à raconter. Oui, qui dépasse, comme vous dites, qui dépasse les époques, les références et quelque part dépasse l'intellectualisation qu'on peut faire de ce qu'on veut dire. Absolument. C'est assez pénible les livres qui restent à l'état de l'intention, qui restent intellectualisés, qui restent sous contrôle. Non, il y a toujours, il y a un état de perte à un moment donné. Les livres, en tout cas moi qui me touchent, c'est qu'à un moment donné on perd et on accueille ce qui est. Et effectivement, il ne faut pas être que dans l'idée de l'inspiration miraculeuse. Tout ce qui sort de moi est formidable. Le premier jet, il faut surtout pas y toucher, ça j'y crois pas du tout. C'est vraiment un mélange des deux, mais il faut à un moment aussi accepter de faire avec ce qui vient et en général, il y a des choses qui viennent qu'on comprend pas toujours ou des phrases qui résistent et c'est souvent celles-là les plus troublantes et les plus intéressantes parce que c'est là où ça résiste qu'il y a quelque chose de caché et qui vaut la peine d'aller chercher. Alors, du point de vue de l'écrivain, moi je trouve ça absolument passionnant et j'ai une chance folle de faire ça, pas à temps plein, mais quasiment à temps plein. Enfin voilà, j'adore. Vraiment, c'est très, très, très passionnant. Et puis bon, l'espoir à un moment donné, c'est qu'une fois que ce mélange de chaos, d'idées, que tout ça se mette en ordre et que ça devient un texte qui peut sortir, qu'il puisse toucher d'autres personnes et ouvrir des brèches ailleurs. C'est ça un peu l'idée. Ça, on maîtrise évidemment pas du tout. On maîtrise pas la chose. On aspire. C'est encore une fois une aspiration. Oui, d'ailleurs, vous parlez de brèches ailleurs. Vous avez donc remporté le prix européen de la littérature. Le UPL, le prix littéraire de l'Union européenne, plus précisément. Oui, c'est terrible. Moi aussi, je m'embrouille. Oui, je me fais taper sur les doigts. Il est difficile. Entre l'acronyme anglais, on s'y perd un petit peu. Donc, le UPL, oui, IUPL, pour prendre le terme précis. Vous l'avez remporté. Qu'est-ce que cela déjà représente pour vous et qu'est-ce que cela va dessiner en matière de rencontres et d'exportation de votre texte ? D'abord, ça fait très très plaisir parce qu'un livre s'écrit dans la solitude et souvent c'est plusieurs mois de brouillard avant que petit à petit les choses prennent forme. Donc de savoir que quelqu'un de l'autre côté à un moment donné sort le livre et se dit tiens, celui-là on a envie de le soutenir parce que c'est ça, c'est de soutien dont on parle essentiellement. Donc ça fait très plaisir. Donc c'était une belle surprise.
surprise qui est arrivé en plus pendant le confinement. Comme le livre était sorti juste avant, il avait une vie un peu courte à mon goût. Donc j'étais très contente de recevoir ce prix. J'étais contente que ce soit un prix européen parce que ça nous sort des chapelles, ça enlève des étiquettes de l'entre-soi. Enfin voilà, je trouve que c'est voilà, ça fait un large spectre. Et puis j'aimais bien aussi beaucoup l'idée d'un prix collectif parce que c'est toujours un peu bêta d'aller sortir un livre et de dire voilà c'est celui-là qui, alors voilà ils ont choisi un livre par pays, mais au bout du compte on est 12 ou 13 lauréats cette année à partager le prix. Ça, je trouve ça très, très joyeux, très fatal. Ce que ça va amener, c'est essentiellement des traductions, et ça, c'est fabuleux pour un écrivain. Moi, je suis déjà à mon 5e livre, alors je n'ai pas encore un lectorat établi. Voilà, j'espère que chez les francophones aussi, ça permettra de découvrir La Carte des regrets, mais en tout cas, c'est aussi une première assurance de possibilité d'être lu par d'autres personnes qui ne seraient pas arrivées jusqu'à La Carte des regrets sans ce prix. Mais c'est plutôt très, très heureux, évidemment. Oui, ça me plaît d'aller voyager, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres sensibilités, d'autres imaginaires, parce que ça m'intéresse. Moi, je suis une éponge pour tout ça. C'est mon métier, c'est ce que j'aime. Donc, évidemment, ça me plaît beaucoup. Oui, ça doit être très enrichissant de vous confronter avec en plus une langue, une culture, un référent, et d'aller le présenter ou voir les retours dans d'autres pays ou comme dans d'autres langues, d'autres habitudes culturelles. Oui, absolument. J'ai fait beaucoup de rencontres pour mes livres. Depuis le début, j'ai eu la chance de régulièrement tourner dans des écoles, des librairies, des lieux de conférence. Une fois, je suis repartie de là en me disant ça valait pas la peine. Parfois, il y a que 10 personnes dans la salle. Hein. Mais il y a toujours un regard, une réflexion, une question, quelque chose qui me fait avancer, me nourrit, me trouble. Enfin, il y a toujours quelque chose. Je suis jamais repartie en me disant celle-là, cette rencontre-là, c'était pour du beurre. Il en sort rien. Jamais. Et donc voilà. Donc effectivement, ça me réjouit d'échanger avec des nouveaux publics. Espérons que la situation sanitaire vous permette d'aller à la rencontre comme il se doit. Et si c'est pas moi, au moins ce sera le livre seul qui en tout cas, je ne sais pas s'il sera lu dans les langues étrangères, mais en tout cas il sera disponible dans plusieurs langues. Et bon, j'aime bien aussi que le livre fasse son chemin. Pas forcément derrière. J'adore en parler, et puis si j'en parle pas, mais qu'il est lu, ce sera formidable aussi. Oui, qui voyage aussi par ses propres moyens. Voilà, exactement. Bon, je vous remercie pour cet entretien qui était autour de La Carte des regrets de Nathalie Skowronek aux éditions Grasset. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Interview de Nathalie Skowronek pour le livre La Carte des regrets, publié chez Grasset et lauréat belge 2020 du prix littéraire de l'Union européenne. Je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de lire, car lire, c'est bon. The better part of a man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book.